Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Avant de parler budget, cette permission de sortir accordée pour aujourd'hui à un détenu de la prison de Vendin-le-Vieil, prison pour narcotrafiquants, il doit rencontrer un potentiel employeur dans la région lyonnaise, bien que sa sortie de prison ne soit à ce stade prévue qu'en 2029. Le directeur de la prison était contre, le parquet était contre. C'est la chambre de l'application des peines qui a pris cette décision. Est-ce que cette permission de sortir vous choque, voire vous inquiète ? Vous l'avez dit, il doit être libérable en 2029. Bon, donc, manifestement, on prépare sa réinsertion de manière normale. On est en 2025. Voilà. Avant la cour d'appel, il y a eu un juge d'application des peines, qui sont des magistrats sérieux, qui prennent des décisions en connaissance de cause et qui ont estimé que, pour sa réinsertion et en tenant compte, évidemment, des conditions de sécurité, il était normal qu'il aille voir un professionnel. Donc ça ne vous choque pas et ça ne vous inquiète pas? Non, ce qui me choque, c'est la réaction de M. Darmanin, je vais vous le dire franchement, parce que déjà... Il dit qu'il faudrait adapter la loi et qui annonce d'ailleurs un texte de loi pour l'année prochaine. Voilà, mais en disant qu'il faut adapter la loi, il dit qu'il faudra par exemple un juge d'application des peines spécialisé. Au cas de il connaît bien le dossier, donc ça veut dire déjà il porte un jugement sur ce qu'a décidé le juge d'application des peines de manière implicite. Deuxièmement, j'aimerais savoir, c'est quoi la... Donc c'est-à-dire que vous y revoyez quoi? Vous y voyez une mise en cause de la justice par le garde des Sceaux? Par l'exécutif, oui d'ailleurs. J'ai vu d'ailleurs que M. Dupond-Moretti avait porté la même critique hier. Je voudrais savoir qu'est-ce que... Alors là, en gros, il dit qu'il y a le terrorisme, il y a le narcotrafic, donc il faut qu'il y ait une nouvelle exception. Alors, vous voyez bien le problème, c'est qu'à force d'exception, au bout d'un moment, ça devient la règle. Et puis deuxièmement, je voudrais savoir ce qu'il faut faire dans un cas comme ça. Donc, libérable en 2029. Est-ce que ça veut dire que dès lors que vous êtes lié au narcotrafic, vous êtes à perpétuité? C'est une première question. Est-ce que ça veut dire que... C'est pas ce que dit le garde des Sceaux, Éric Coquerel. Il dit simplement qu'il faudrait des règles adaptées à la dangerosité. Je rappelle que la prison de Vendin-le-Vieil, c'est censé être pour les 100... mais je pose ces questions. Délinquants, dès lors que quelqu'un est emprisonné sur une thématique spéciale sur laquelle on estime qu'il doit y avoir exception, alors vous venez de me répondre, non, il ne veut pas dire perpétuité, d'accord, soit, mais alors il veut dire quoi? Pas de réinsertion possible, qui nécessite justement qu'on prépare la suite. Vous voyez bien que dans toutes ces mesures, il y a quelque chose qui est à la fois démagogique, quelqu'un qui se mêle au niveau de l'exécutif, de l'application de la justice et qui implicitement la critique, et puis qui, à force d'exception, finalement remet en question l'état de droit. Vous dites ça vaut même pour quelqu'un qui, en 2014, déjà s'était évadé. D'accord, donc il faut, on détermine que parce que c'est le narcotrafic, le jugement des juges qui décident que quelqu'un est en prison jusqu'en 2029, finalement, il faut peut-être le remettre en question, parce que si je suis votre logique, il a été impliqué dans des faits graves. Moi, j'ai pas de logique, je pose des questions. Non, mais vous me dites, même pour quelqu'un qui a fait une tentative de libération, etc. Donc, je suppose qu'il y a le juge, par exemple, d'application des peines, à regarder ces circonstances. C'est pas quelqu'un qui s'amuse comme ça à libérer les gens. Donc, pour résumer, pas besoin de changer la règle, elle est appliquée. Je pense que les magistrats sont sérieux et qu'il faut arrêter, entre guillemets, de faire de la récupération politique surtout. On va parler du budget. Ce week-end, les députés à l'Assemblée ont rejeté la première partie, celle sur les recettes. 404 voix contre, du jamais vu. Le texte part donc directement au Sénat. La ministre des Comptes publics, Amélie Montchalin, hier, sur l'antenne de LCI, a accusé le Rassemblement national et la France insoumise d'avoir rendu le texte invotable par les autres partis après avoir fait adopter 36 milliards d'euros d'impôts nouveaux. Je propose de l'écouter. Au fond, ces extrêmes-là, à un moment donné, votent ça ensemble. Parce qu'ils savent que c'est un piège. J'appelle ça du cynisme des arnaqueurs, uniquement pour piéger les forces qui veulent un compromis. Je lui ai dit l'autre jour, je la préfère au banc de l'Assemblée où elle est sérieuse, elle a des arguments, même si je ne suis pas d'accord avec elle, plutôt que dans le côté polémique comme ça sur les médias. Bon. Pourquoi les mots vous ont choqué? Oui, arnaqueur, ça veut dire quoi? L'autre fois, elle avait dit, par rapport aux taxes sur les multinationales qui visent simplement à ce qu'elles payent leurs impôts dus en France par rapport à l'activité, elle avait dit c'est l'URSS. Bon, au-delà du côté vintage un peu, excusez-moi, mais oui, c'est polémique. Mais sur le fond, elle n'a pas raison quand elle dit que vous ne voulez pas un compromis, que vous voulez faire échouer le compromis. Le problème ne vient pas de là, c'est-à-dire que ça sert à occulter le problème. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement minoritaire qui propose un budget minoritaire qui n'a pas de majorité et qui essaye quand même de le faire passer à l'Assemblée. Qui cherche un compromis, ça s'appelle. Non, elle ne cherche pas un compromis. La preuve, c'est que si elle cherchait un compromis, elle ne commencerait pas en réalité à dévaloriser des taxes qui ont été votées par l'Assemblée. Elle a commencé à le faire en disant que c'était illégal, ce qui est faux. Moi, j'ai donné des arguments montrant que ce n'est pas vrai. Maintenant, elle le fait sur le thème, en fait, c'est les deux extrêmes, etc. Bon, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Ils sont dans une situation... Mais dites-nous, vous ne voulez pas un compromis sur le budget à l'Assemblée, c'est pas votre objectif. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un compromis sur la base de leur budget. Donc, je vous le dis, et nous avons le droit en tant qu'opposition, nous nous opposons à cette logique qui, je vous rappelle, qui est la politique de l'offre, de la compétitivité, de l'austérité, qui a été battue par les Français, je vous rappelle. Ces gens-là n'ont pas de légitimité du suffrage universel. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le suffrage universel se traduit par le 404 à 1.
voilà, à l'Assemblée. Alors, comme ils se sont pris C'est le score, une le défaite... 404 votes contre, 1 vote pour. Voilà, c'est unique, c'est historique. Jamais il y a un budget. Donc, comme ils sont quand même un peu ennuyés, elle prépare l'offensive en disant, finalement, c'est la faute des extrêmes. En plus, en faisant un espèce de ni LFI, ni Rassemblement national, qui, à mon avis, peut être problématique pour eux à l'avenir, parce qu'ils ont aimé nos électeurs en juillet pour être élus. Une autre perspective évoquée par la ministre hier, celle où le compromis échouerait et où il faudrait une loi spéciale. Là, elle dit, dans cette hypothèse, je n'aurai pas les moyens constitutionnels, en tant que ministre du Budget, d'augmenter les moyens des armées. Ça veut donc dire que vous êtes prêt à priver nos armées d'augmentation de budget à la fin d'année? Mais la question, encore une fois, la question qui se pose devant nous, c'est est-ce que, au nom de ça, au nom de ce genre de chantage, par exemple, qui est exact, parce que si la loi spéciale, pour bien comprendre, c'est on remet les impôts de l'an dernier, et puis par décret, on décide des dépenses, mais qui ont été déjà votées. Donc effectivement, les 7 milliards vous connaissez que c'est exact. des armées n'est pas possible. Ça, c'est vrai de manière factuelle. Mais au nom de ça, est-ce qu'on devrait supporter un budget qui n'est pas bon pour le pays, qui développe les inégalités, qui va faire qui aura un effet récessif sur l'économie. Vous voyez bien que cette espèce de chantage ne marche pas. Alors moi, je vais lui dire je lui ai déjà dit. Ça va se terminer sur une loi spéciale, à mon avis, sauf s'ils ressortent le 49.3 ou les ordonnances, parce qu'on ne se remet pas d'un 404 à 1. Voilà. Au match aller, 404 à 1, au retour, ça ne marche pas. Le retour, c'est à partir du 18 décembre. Donc, il y aura un budget. À mon avis, ils vont avoir une loi spéciale. Et je vous rappelle qu'une loi spéciale, l'année suivante, vous pouvez reproposer un budget. Et si le budget, après tout, c'est une loi spéciale qui tient compte de l'inflation et qui, pour le budget des armées, prévoit les milliards qu'ils veulent, on verra qui est d'accord ou pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas 7 milliards de plus, mais c'est un autre débat. Eh bien, à mon avis, ça sera un débat possible. Mais en attendant, ils ne passeront pas leur budget parce qu'il n'est pas bon pour le pays et qu'ils sont minoritaires. Un dernier mot. Depuis plusieurs jours revient l'idée de créer un service militaire volontaire. Vendredi, sur ce plateau, la porte-parole du gouvernement disait d'ailleurs qu'une réflexion était en cours. Volontaire, pas obligatoire, ce serait une bonne formule? Déjà, c'est l'échec du SNU. Deuxièmement, justement, c'est pas prévu dans la loi de programmation militaire, donc c'est pas financé, donc on voit l'impréparation. Et troisièmement, nous on est pour une conscription citoyenne, mixte, avec une formation militaire, genre suisse, c'est-à-dire qui soit une petite partie de ces conscriptions, avec des gens qui pourront servir aussi bien en termes d'événements écologiques graves que de surveillance. Mais ce qu'il y a dans cette idée de service militaire, je vais vous dire, c'est le côté va-t-en-guerre qu'on développe actuellement avec le général Mandon, avec un livret qui prépare éventuellement le pays à la guerre. Pas se protéger face aux menaces, comme la menace. Non, moi je crois que la France, elle doit être au service de la paix, y compris avec sa dissuasion et ses moyens de défense, et pas au service de la guerre. Et en ce moment, on est en train de se diriger vers ça. Mais il faut quand même J'ai pas compris sur l'armée, ce que vous demandez, ce que vous voulez. Nous, on n'est pas pour un service militaire volontaire. Mais l'armée resterait avec vous au pouvoir, resterait telle qu'elle est aujourd'hui, ou elle changerait? Non, l'armée telle qu'elle, déjà on lui donnerait les moyens de la dissuasion et les moyens de la défense du territoire et d'intervention ailleurs dans le monde. Et pour le reste, ça doit être une armée au service de la paix, et pas qui prépare, par exemple, ce qui d'ailleurs est caduque, parce que vu le plan de paix qui se prépare entre M. Trump et M. Poutine, qui exclut complètement les Européens, on voit bien que c'est plus de mise, c'est-à-dire l'idée qu'on enverrait par exemple des troupes sur le sol ukrainien. Je ne suis pas d'accord avec une France qui participe à ce climat de va-t-en-guerre, donc il y a une armée pour se défendre, et sinon pour intervenir au service de la paix, et d'abord reposant sur la dissuasion. Parce que toutes ces idées que on devrait se préparer évidemment à un affrontement sur le sol français, c'est juste oublier que notre défense est préparée sur la dissuasion, et que contrairement à ce que dit le général Mandon, on ne sera pas prêt dans 3 ou 4 ans, ce qui est un peu un message envoyé éventuellement à nos adversaires un peu stupide, mais on est prêt maintenant au niveau de la dissuasion, on est une armée qui est opérante. Merci Éric Coquerel, merci à Adrien.